Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le procureur général près la cour d'appel de Nouméa qui quitte prochainement le territoire. Oui, Bruno Dalle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous quittez effectivement le territoire à la fin de la semaine au terme d'une mission d'environ 2 ans et demi en Nouvelle-Calédonie en tant que procureur général. On va revenir sur ce qui a marqué votre passage en Calédonie et notamment la période des émeutes. Mais avant cela, un mot sur votre carrière parce que vous êtes un homme qui occupait beaucoup de postes pour la première fois. C'est quelque chose que vous avez constaté. C'était votre premier poste de procureur général quand vous êtes arrivé en Calédonie. Oui, alors ça, c'est pas une exception, mais c'est vrai que moi, je suis un peu un magistrat hybride. C'est vrai que j'ai passé autant de temps à travailler directement pour la justice que pour d'autres missions, et notamment le ministère des Finances. Donc moi, j'ai été à la fois juge d'instruction, procureur de la République, et notamment procureur à Melun, donc avec un lien très fort avec la gendarmerie. Et en même temps, j'ai été au ministère de la Justice pour créer, avec la loi Perben 2, les juridictions spécialisées sur la criminalité organisée, ce qui est un peu le marqueur de mon parcours. Et dans le même temps, j'ai été aussi à Bercy, à la douane, pour créer la douane judiciaire qui est devenue aujourd'hui l'Office national antifraude. J'ai été directeur de Tracfin et j'ai même été, et là c'est vrai que j'ai été le premier, et pour l'instant il n'y en a pas eu d'autres, directeur régional des finances publiques juste avant de venir ici. Et ce qui vous attend, c'est encore une première dans l'affectation que vous allez avoir à Monaco. Alors effectivement, je vais prendre la tête d'une autorité administrative indépendante qui a été créée il y a à peu près un an par la loi pour lutter contre le blanchiment, avec une mission de supervision bancaire, de renseignement financier, un peu comme quand j'étais directeur de Tracfin, et une commission des sanctions, c'est l'autorité monégasque de sécurité financière. Alors, on va revenir évidemment sur votre séjour en Nouvelle-Calédonie, marqué sur la fin par la période des émeutes et l'intense activité qu'elle a suscité. Mais avant cela, vous aviez lancé tout un travail autour de thèmes très forts sur lesquels vous avez insisté dès votre arrivée. C'est la lutte évidemment contre l'alcool, contre les violences intrafamiliales, contre la violence routière. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont avancé sur ces points-là ? Alors, on est, vous savez, en Nouvelle-Calédonie sur une terre de paradoxes. Alors oui, il y a des sujets qui ont avancé, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Regardez par exemple la mortalité sur la route. On a un super résultat, 70 morts quand j'arrive, puis 50, puis aujourd'hui 30. Si on compare les 2 dernières années, on a sauvé 20 vies, donc c'est un super résultat. Mais quand on analyse les raisons de cette baisse, en tout cas sur la dernière période, c'est parce qu'il y avait des barrages, des interdictions de circuler, des arrêtés du haut-commissaire, et des arrêtés qui faisaient le couvre-feu, et donc et puis surtout les interdictions de vente d'alcool. Donc on voit bien quand même, si on analyse froidement, qu'il y a un lien entre l'alcool et les morts sur la route. Il y a un lien entre un code de la route complètement dépassé et les morts sur la route. Il y a un lien entre le fatalisme, moi je me souviendrai toujours, ça m'avait marqué, d'un accident mortel où l'auteur qui avait tué une jeune femme, qui travaillait d'ailleurs dans une mairie de la côte Est, et il avait dit c'était son destin. Alors tant qu'on pensera que mourir sur la route c'est le destin, tant que la route sera le chemin de la mort, tant qu'il n'y aura pas une réaction sociale, sociologique sur le respect du code de la route et le respect de l'usager de la route, ça avancera pas. La justice ne peut rien faire toute seule. Alors la justice a fait beaucoup, parce que la justice a mis en place des stages, la justice a mis en place une politique beaucoup plus répressive, et c'est, je pense, une part du succès du résultat entre les 70 morts et les 50 morts. On n'était pas pendant les événements, donc là c'est l'action collective et notamment la justice qui a fonctionné. Et je vous rappelle que lors de la première audience solennelle que j'avais présidée à la cour d'appel, on avait fait défiler sur un fond noir, en blanc, les noms des 70 morts, et on avait vu qu'il y en avait qui avaient 18 mois, d'autres qui avaient 70 ans, et que c'était toute la société calédonienne qui était touchée. Alors sur les violences intrafamiliales, on sait que c'est un dossier dont la justice se préoccupe depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'affaires qui sont liées aux violences intrafamiliales. Elles sont en augmentation. Alors évidemment, les causes sont multiples là aussi, la libération de la parole notamment qu'on évoque beaucoup. On a l'impression que le chantier est ouvert, mais il est loin d'être refermé aussi. Pourtant, la justice y travaille. Alors il y a un gros travail qui a été fait en Nouvelle-Calédonie après le Grenelle. Il y a eu une implication très forte du procureur de la République et de la province sud, notamment d'une vice-présidente de la province sud qui s'est beaucoup investie sur ces sujets. Il y a eu des résultats concrets, puisque par la libération de la parole, on a pu traiter de nombreux dossiers. Mais on reste dans une situation catastrophique, il faut quand même le dire. 2,5 fois plus de faits en moyenne par habitant qu'en métropole. Et en plus, faut se dire aussi les choses. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes, on a des dispensaires qui ne fonctionnent pas, on a l'éducation nationale qui a plus de médecins scolaires, d'assistantes sociales. Donc tous les capteurs qui permettraient de détecter les violences intrafamiliales, c'est-à-dire à la fois les violences conjugales mais les violences sur les enfants, ne fonctionnent pas. Et puis en plus, si on va un peu plus loin, et ça c'est un des points aussi de priorité et pour lequel on n'a pas réussi à convaincre le précédent gouvernement et peut-être
peut-être qu'il va falloir reprendre notre bâton avec les nouveaux décideurs, c'est la protection de l'enfance et le traitement de la délinquance des mineurs. On parle beaucoup de la jeunesse, mais le système de prise en charge et de détection des jeunes sur ce territoire depuis 15 ans est totalement défaillant. Mais quelles devraient être les pistes ou les propositions qui pourraient être faites? Alors déjà, il faut travailler sur la détection, donc il faut améliorer le tissu de détection, ça c'est sûr. Il faut aussi considérer que, et c'est une révolution culturelle, il faut remettre en cause un certain nombre de pratiques. L'asticage, dont certains considèrent que c'est l'alpha et l'oméga de l'éducation des jeunes, il faut bien voir que c'est une éducation par la violence. Comment ne pas imaginer que quelqu'un qui a été astiqué n'a pas envie de reproduire cette violence? Comment ne pas imaginer que ça crée des frustrations? Comment ne pas imaginer que ça peut avoir une influence sur l'explosion de violence des uns et des autres? Et puis quand les parents sont violents devant les enfants parce qu'ils consomment trop d'alcool, et souvent l'auteur et la victime ont consommé trop d'alcool, c'est une image totalement dégradée et qui crée un fond culturel de violence. Et ça, il faut en avoir conscience, il faut en parler librement, il faut discuter avec les coutumiers, il faut discuter avec les services sociaux, il faut discuter avec l'éducation nationale. Et puis nous, on a une politique répressive, peut-être très répressive. Et moi, je pense qu'il faut travailler, notamment comme on l'a fait avec la création d'un centre d'hébergement des auteurs de violences conjugales en centre-ville. Mais moi, ça fait 3 ans que je dis qu'il faudrait créer aussi un centre de semi-liberté en Nouvelle-Calédonie. Et parmi le public cible, il y a ceux qui sont aujourd'hui incarcérés au camp Est, qui n'est pas un modèle de réinsertion, qu'on pourrait mettre dans ce centre de semi-liberté avec un travail plus éducatif, plus tourné vers la réinsertion. Il faut savoir que sur les 600 détenus actuellement, il y en a à peu près 150 qui y sont pour des violences intrafamiliales. Alors Bruno Dalle, votre séjour a été marqué évidemment par les émeutes qui sont déclenchées le 13 mai 2024. Est-ce que votre mission, votre métier au quotidien a changé avec ces émeutes? Oui, déjà l'année 2024 a compté double, parce que vous disiez que j'étais là depuis 2 ans et demi. Moi, j'ai l'impression d'être là depuis plus longtemps, parce que le 13 mai a fait commencer une longue journée qui s'est un peu terminée vers le 14 juillet et puis qui a repris de manière plus modérée depuis. Donc oui, ça a changé les choses. D'abord parce que faut bien voir que c'est un traumatisme pour toute la Calédonie, mais c'est un traumatisme aussi pour l'institution judiciaire. On a des personnels qui ont été concernés au premier niveau, parce que craignant de perdre leur logement, parce que leurs gosses ne pouvaient plus aller à l'école. Donc il a fallu vivre avec la crise et gérer la crise. Et ensuite, il y a eu des attentes contradictoires sur la justice. Justice coloniale, justice laxiste. Et donc nous, il a fallu faire notre office avec, heureusement, des renforts de forces de police judiciaire. Heureusement, une équipe du parquet avec Yves Dupas à sa tête qui a tenu bon. Heureusement, avec des juges particulièrement disponibles et qui ont accepté de laisser certains de leurs contentieux pour se mobiliser dans le cadre du plan que nous avions défini avec le Premier Président sur l'activité pénale. Et puis on a aussi anticipé les problèmes de droit du travail, les problèmes de droit commercial qui sont aujourd'hui aussi au cœur de nos préoccupations. Donc oui, ça a bouleversé la justice, ça a donné une autre image de la justice. Et la justice a été résiliente, elle a tenu sa place, elle a répondu assez fermement. Et puis maintenant, il faut être capable de l'analyser calmement. Mais elle continue son travail lié aux émeutes. Il y a encore des enquêtes en cours, bien évidemment. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui ont été engrangés. Il y a beaucoup vous avez encore vu récemment sur des affaires un peu significatives, attaque d'une brigade de gendarmerie, attaque d'une mairie à l'occasion des élections, que des mois après, le travail d'identification, le travail d'interpellation. Et je veux rendre hommage aux services de gendarmerie, de police judiciaire qui ont travaillé ensemble ici. On parlait d'exception tout à l'heure. On a une exception, c'est que police et gendarmerie ont travaillé sur des co-saisines, sur le pilotage du parquet et aussi des juges d'instruction. Est-ce que l'enquête sur les commanditaires qui a été donc délocalisée à Paris alors que vous ne le souhaitiez pas, vous la suivez quand même ou vous dites maintenant c'est plus notre affaire d'une certaine façon? Alors, à partir du moment où la Chambre criminelle a désigné le tribunal judiciaire de Paris et 3 juges d'instruction de Paris, on n'est plus au pilotage, aux manettes. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est d'assurer une articulation entre le parquet de Paris et nous, c'est-à-dire la justice calédonienne, pour que si la justice de Paris a besoin d'éléments qui sont issus justement de procédures comme celles que j'ai citées tout à l'heure, ça puisse alimenter le dossier des commanditaires. Mais on n'a plus rien à dire et on n'a plus rien à faire directement dans ce dossier. Ce qui veut dire que sur le timing et le déroulement des faits maintenant, vous n'avez plus la main du tout.
On n'a aucune main, mais on sait comment fonctionne la justice, donc on a quand même une idée de ce que nécessite un tel travail. Le point positif, c'est qu'il y a 3 juges d'instruction. Le point positif, c'est qu'ils se sont tout de suite impliqués dans le dossier. Le point positif, c'est qu'il y a eu des échanges avec les juges d'instruction d'ici. Le point positif, c'est qu'on a échangé entre parquets. Et donc, Paris a toutes les cartes en main pour bien traiter ce dossier. Monsieur le procureur général, vous partez donc à la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous n'avez pas réussi à mener jusqu'à leur terme ou des choses que vous avez posées et qui verront le jour après votre départ? J'espère qu'il y aura des choses qui seront faites après. En tout cas, moi, je considère que j'ai semé. Vous savez, je considère que dans les services de l'État, il y a 2 catégories de responsables. Il y a les surfeurs et les laboureurs. Donc moi, même si j'ai l'impression d'être un surfeur en partant trop vite, j'ai été un laboureur. Je crois qu'il y a le sujet de la protection de l'enfance qu'il faut continuer à travailler et à approfondir. Il y a le sujet de la délinquance des mineurs qu'il faut continuer à approfondir. Il y a un point fondamental qu'on n'a pas évoqué, on a posé des jalons, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. On a eu une coopération remarquable avec la douane. Il y a une nouvelle ligne avec la Thaïlande qu'il faut surveiller. Il y a aussi un poids dans l'économie souterraine du trafic de stupéfiants en Nouvelle-Calédonie qui s'est renforcé. On a des super résultats sur la saisie des avoirs parce qu'on a un GIR que j'ai contribué à renforcer qui s'est mobilisé. On a saisi 6 millions d'euros l'année dernière, 4 l'année d'avant, 2 l'année d'avant. Vous voyez, il faut continuer. Donc 8, 10, enfin, ils vont continuer à travailler. Et puis, je pense qu'il y a un sujet qui malheureusement, et c'est un de mes regrets, peut-être le seul, qui n'a pas suffisamment avancé, c'est la lutte contre les atteintes à la probité et la délinquance économique et financière. Parce que bien évidemment, depuis le 13 mai, il n'y a pas eu un PV de fait, et ça doit rassurer certains, dans ce domaine-là. On a quand même eu des résultats en termes de sanctions, par la symbolique de l'exécution provisoire et des interdictions qui s'appliquent aux élus pour ne pas avoir de nouveaux mandats. Donc je crois que c'est important d'avoir aussi des sanctions adaptées. Mais ce qui nous manque, c'est des forces spécialisées de police judiciaire. Et vous voyez, jusqu'au dernier moment, je m'en serais occupé, puisque la semaine dernière, le directeur général des douanes était ici, et surtout le directeur de l'Office national antifraude. Et il commence à travailler sur nos propositions d'installation d'une unité locale. Et peut-être que dès 2025, on aura des dossiers qui seront pris en compte en co-saisine avec ce service. Ce sont des unités qui se mettent rapidement sur pied une fois qu'elles sont décidées? En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait, mais c'est toujours difficile parce que le fonctionnement de l'État est long entre les budgets, les choix des personnes. Mais sans être implantés ici, ils sont prêts à travailler. Et puis moi, c'est une façon de boucler un peu, puisque comme j'ai su à l'origine de la création de ce service, le voir installé ici, ça sera une forme de testament qui durera pour les années qui viennent. Et je crois que c'est vraiment indispensable pour ce territoire. Bruno Dalle, procureur général près la Cour d'appel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis bonne suite évidemment pour votre carrière hors du territoire. Merci beaucoup et puis merci pour la qualité constante de nos échanges.